L'extrême droite, comme le fascisme, comme le nazisme, ne propose aucune modification de l'ordre social. Les élites vont rester en place, rien ne va changer, mais par contre, on va vous offrir, en compensation, si vous voulez, de cette situation de domination objective, on va vous offrir plus dominé que vous, sur lequel vous allez pouvoir vous défouler, taper, que vous allez pouvoir insulter. La manière dont est traitée l'Ukraine par les États-Unis rappelle furieusement la manière dont les puissances de l'Ouest ont lâché en race campagne la Tchécoslovaquie en 1938 et l'ont abandonné à son bourreau nazi, de la même manière que Trump abandonne littéralement l'Ukraine à son bourreau russe. Certes, l'état du droit est mouvant, par définition, puisqu'on fait des lois tous les jours et des règlements tous les jours. La normativité évolue en permanence, mais par contre, l'état de droit, lui, n'est absolument pas négociable. Il est, encore une fois, fondé sur des principes qui sont issus de quelques traumatismes de l'histoire qu'on ferait bien d'ailleurs de méditer. Le fascisme est-il de retour? On le dit, on le pense. Certains le pensent depuis l'élection de Donald Trump qui fait voir des thèmes qui peuvent être apparentés, qui sont parfois apparentés au fascisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, Yohann Chapoutot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Votre dernier livre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir, point d'interrogation, aux éditions Gallimard, contient des thèses fortes. C'est un livre qui rencontre un grand succès. Alors, par le passé, j'ai pu exprimer certaines réserves sur quelques-unes de vos thèses, mais justement, la discussion, c'est la démocratie. C'est pourquoi je me réjouis de votre présence dans ce studio, Yohann Chapoutot. Tout d'abord, avez-vous la sensation, du fait donc de vos nombreux écrits et de vos réflexions historiques, que nous sommes en train de vivre de nouvelles années 30? Alors on le dit beaucoup d'un point de vue politique comme d'un point de vue géopolitique. Un de mes collègues, Olivier Viviorca, s'est exprimé sur la question la semaine dernière dans une tribune au Monde et puis sur votre antenne également, puisque de fait, la manière dont est traitée l'Ukraine par les États-Unis rappelle furieusement la manière dont les puissances de l'Ouest ont lâché en race campagne la Tchécoslovaquie en 1938 et l'ont abandonné à son bourreau nazi, de la même manière que Trump abandonne littéralement l'Ukraine à son bourreau russe. D'un point de vue géopolitique, la comparaison s'impose. D'un point de vue de politique intérieure également, et c'est effectivement l'un des objets de ce livre que vous avez cité, Les Irresponsables, où l'on voit que des droites nationales conservatrices et libérales autoritaires, dans leurs diverses nuances, font le pari que pour se maintenir au pouvoir, en l'absence de socle démocratique, de socle socio-électoral, il est peut-être opportun de faire une alliance arithmétique avec l'extrême droite pour additionner des pourcentages, de manière pour le coup parfaitement irresponsable, parce que s'allier avec l'extrême droite, ce n'est jamais une question de statique, jamais une question d'addition de chiffres, c'est une question de dynamique politique. Et quand on a affaire à l'extrême droite, on a affaire à une radicalité que l'on ne vous perçoit pas forcément et qui nous échappe, enfin qui échappe à ceux qui veulent faire alliance avec elle. Alors justement, si on pouvait faire quelques définitions, puisque ces définitions, elles sont évidemment toujours très polémiques, Yohann Chapoutot, tout d'abord peut-être si on pouvait définir ce qu'est le fascisme pour vous. Alors peut-être qu'il faut revenir au bain commun qui est celui de l'extrême droite, c'est-à-dire cette culture politique, quasiment cette anthropologie, puisque c'est une conception de l'homme, c'est même une cosmologie, une conception également de l'univers, qui se cristallise dans les années 1790, au moment de la contre-révolution. Le choc de la Révolution française est tel, pour certaines élites religieuses, sociales, économiques, qu'il y a des contre-récits qui se développent d'ordre déjà complotiste, puisque on parle de complot des jésuites ou de complot des francs-maçons avant de passer au complot juif, évidemment, au cours du 19e siècle. Et dans ce bain de l'extrême droite, vous avez un socle qui est la contre-révolution, le refus absolu des acquis de la Révolution française, la définition politique du peuple. On se rabat sur une définition théologique par la détermination divine, ou une définition ethnique par la détermination biologico-raciale au cours du 19e siècle. Goebbels le dit très clairement, nous avons effacé 1789 de l'histoire. C'est un des buts C'était du important nazisme. comme référence, la Révolution française pour les nazis? C'est obsessionnel. C'est obsessionnel. Je ne pense pas qu'il y ait eu un personnage plus vilipendé dans la littérature nazie que Rousseau et Robespierre, qui pour eux est la traduction politique de la théorie de Rousseau. Donc cette conception politique d'un peuple qui se définit par le libre choix, éclairé, volontaire, de vous et moi, de faire
de participer à une société, tout cela est rejeté puisque ce n'est pas la partie qui détermine le tout selon l'extrême droite, c'est le tout qui détermine la partie. Que ce tout soit théologico-politique ou que ce tout soit biologico-politique, c'est-à-dire hanté sur la race et sur le sang. Et à partir de là, ce rejet foncier, viscéral de la Révolution française est également un rejet de tout ce qui est dérivé de la Révolution française selon l'extrême droite. C'est-à-dire évidemment les répliques du 19e siècle, la Commune de Paris étant l'horreur pour toutes les droites extrêmes, et également toutes les valeurs qui sont issues, progressistes, qui sont issues de la Révolution française. Et on se rend compte que les extrêmes droites se cristallisent autour de ces traumatismes successifs, donc 1789, 1871, 1917 bien sûr, avec la Révolution bolchevique, 1918-19 en Allemagne, mais aussi 1968, puisque c'est ce moment où, je reprends la thèse de Grégoire Chamayou, la société devient ingouvernable pour une extrême droite qui assiste effarée au fait que les homosexuels, les femmes, les noirs, les juifs aussi veulent des droits, et ça c'est inacceptable. Bon, mais alors, là aussi, le terme d'extrême droite, il est extrêmement compliqué à manier. Le parti, par exemple, de Marine Le Pen, le Rassemblement national, récuse le qualificatif d'extrême droite. Alors, on est dans un état de droit et on va se fier aux nomenclatures du Conseil d'État qui a réitéré sa qualification d'extrême droite pour Marine Le Pen et son mouvement et qui a récusé l'appellation d'extrême gauche pour des gens qui sont qualifiés d'extrême gauche et qui de fait ne sont tout simplement que benoîtement à gauche. Donc dans cette grande famille de l'extrême droite, il y a la distinction fasciste et la distinction nazie. Disons qu'on peut dire que le fascisme reprend évidemment tout le corpus de l'extrême droite en y ajoutant une valorisation de la violence, mais alors qui est liée évidemment au contexte anthropologique de la Grande Guerre et de la brutalisation des sociétés européennes. Et vous avez également le quotient nazi qui est de reprendre tout cela, plus d'ajouter cette volonté d'ingénierie biologique, de régénération biologique de la race germanique. Je reprends les arguments du Rassemblement national, Johan Chapoutot. Le Rassemblement national explique par exemple que sur l'immigration, il est aujourd'hui quasiment consensuel dans les mesures qu'il préconise. La présence, par exemple, de Donald Trump à la Maison-Blanche peut contribuer par conséquence à rendre, comment dire, le Rassemblement national peut-être plus sobre que Donald Trump dans un certain nombre de ses arguments. Qu'avez-vous à répondre à ce type de remarques? Alors, consensuel, il faut voir comment est défini le consensus. Si le consensus est une marée médiatique dirigée par l'Empire bolloréen qui vous impose un agenda ouvertement d'extrême droite matin, midi et soir, en brodant sur des faits divers pour imposer des idées qui sont foncièrement anti-juridiques, anti-républicaines, opposées à l'état de droit, effectivement, ils sont consensuels. Mais pour le coup, des sociologues, des politologues comme Vincent Tibéry montrent bien que, en population générale, les valeurs des Françaises et des Français sont bien éloignées de cette conception radicale de l'ethnicité et du rejet de l'autre. Le Rassemblement national, toujours lui, considère par exemple qu'il ne s'oppose pas du tout à l'état de droit, qu'il est respectueux à la fois des mœurs et de la manière dont celui-ci doit être gouverné, et par ailleurs que sur l'immigration, il ne propose pas de loi rétroactive, de déchéance de nationalité, alors que d'autres, pas forcément d'ailleurs à l'extrême droite, ont pu le proposer, Johan Chapoutot. Oui, alors, il me semble, c'est très curieux, parce qu'il me semble que l'extrême droite avait le Rassemblement national, comme une grande partie de la droite et une partie des macronistes, puisqu'il y avait même des membres du gouvernement qui manifestaient à ce moment-là. Tous ces gens-là ont participé à une manifestation organisée par certains syndicats policiers d'extrême droite, au premier chef Alliance, c'était en 2019, il me semble, devant le Palais Bourbon, pour dire que le problème de la police, c'était la justice, je cite, et c'était la Constitution, je cite également. Donc on retrouve là très clairement cette idée selon laquelle l'état de droit doit être dépassé, que la volonté du peuple s'impose, quelle qu'elle soit, qu'il n'y a pas de normes transcendantes à n'importe quel mouvement d'humeur populaire, et que dès lors,
toutes les normes sont éminemment relatives. Il n'y a pas de norme absolue qui serait gagée sur la raison, sur l'universalité du genre humain. Mais par contre, il y a une licence infinie à tout mouvement qui serait élu et soutenu par une fraction vociférante du peuple. Mais alors c'était en partie aussi le discours de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Exactement. Quand il dit que l'état de droit n'est pas un absolu, alors je reprends le commentaire qu'en a fait l'ancien président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, qui disait que le ministre confond sans doute était-il charitable, Laurent Fabius, de dire ça, mais il confond sans doute l'état de droit et l'état du droit. Certes, l'état du droit est mouvant, par définition, puisqu'on fait des lois tous les jours et des règlements tous les jours. La normativité évolue en permanence. Mais par contre, l'état de droit, lui, n'est absolument pas négociable. Il est, encore une fois, fondé sur des principes qui sont issus de quelques traumatismes de l'histoire qu'on ferait bien d'ailleurs de méditer. Alors, je reprends la formule de Jérôme Sainte-Marie, qui aujourd'hui un ancien candidat du Rassemblement national aux dernières élections législatives, qui expliquait le Rassemblement national n'est pas extrême et il n'est pas de droite. Sur le plan économique, Johan Chapoutot, le Rassemblement national estime avoir un programme plutôt marqué à gauche. Je sais qu'il y a aujourd'hui des luttes intestines au sein du RN, entre différentes factions, les uns plus libéraux que les autres, mais on voit qu'on a affaire, disent certains candidat RN, a un programme d'inspiration sociale. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du RN, mais il me semble, pour avoir lu un peu la presse au moment des élections législatives, que, au contraire, il y avait un alignement, mais alors heure après heure, du RN sur toutes les demandes du MEDEF, qui ne me semble pas être constitutif d'un programme bien à gauche, si vous voulez. Le RN est rentré dans son lit, si vous voulez, après une petite tentation, on va dire, nationale populiste, avec Marine Le Pen qui a tenté quelques incursions de ce côté-là. On est revenu dans le bon vieux lit de l'extrême droite à la papa, c'est-à-dire à la Le Pen, père, qui est un réaganisme, un néolibéralisme, qui est là aussi fondé sur un darwinisme social qui est une des constantes de l'extrême droite et du fascisme, cette idée sur laquelle nous sommes inégaux par nature et qu'il n'y a rien à faire contre ça. De manière générale, l'extrême droite, comme le fascisme, comme le nazisme, ne propose aucune modification de l'ordre social. Les élites vont rester en place, rien ne va changer, mais par contre, on va vous offrir, en compensation, si vous voulez, de cette situation de domination objective, on va vous offrir plus dominé que vous, sur lequel vous allez pouvoir vous défouler, taper, que vous allez pouvoir insulter. Alors, cela change selon le moment. Ça peut être l'immigré, ça peut être le noir, ça peut être l'arabe, le colonisé, les femmes toujours. Et puis les juifs très souvent. C'est toujours un très bon candidat à la domination pour l'extrême droite. Mais oui, parce que là aussi, il y a quand même une sorte de négation ou de contestation de la hiérarchie telle qu'elle est proposée avec donc les parasites du haut. Alors les parasites du haut, pour Donald Trump par exemple, ce sont les intellectuels, les scientifiques, les journalistes évidemment, et puis les parasites du bas. Et les parasites du bas, là en l'occurrence, ce sont les immigrés. Oui, vous faites référence aux excellents travaux de Michel Fer, justement, sur le rejet de ces... reçus au matin. Ce double parasitisme. Il y a également les travaux de Félicien Faury, qui montrent bien que, ou de Benoît Coquart aussi, excellent, qui montrent bien que, là encore, c'est une réassurance compensatoire que l'extrême droite offre. Elle ne va jamais rien remettre en cause, parce qu'au fond, elle a besoin d'être financée par ce que certains appelaient à une certaine époque le grand capital. Elle a besoin des élites traditionnelles, des élites patrimoniales en place, et par ailleurs, elle partage, au fond, avec les élites patrimoniales, les élites de l'économie, cette vision, on va dire, naturalisante de l'ordre social. Si je suis le patron de Free ou de je ne sais quoi, c'est parce que la nature m'a élu. Ce n'est pas parce que je suis un héritier, c'est pas parce que j'ai été un petit voyou, ce n'est pas parce que j'ai été habile, c'est parce que je suis le roi de la jungle. Ce darwinisme social, ce spencerisme étant, le fondement vraiment infrangible de la conception sociale de ces gens-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils détestent les sciences humaines et sociales. On le voit d'ailleurs avec l'offensive trumpiste contre tout ce qui est de l'ordre de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, avec l'interdiction de mots comme historiquement. Un mot, un adverbe comme historiquement est interdit désormais dans les projets, sinon c'est rejet de financement du gouvernement américain. Alors, ce qui n'était pas le cas d'Hitler, puisque Hitler appréciait beaucoup certains historiens, je pense à Ernst Kantorowicz, qui était un immense historien pan-germaniste, mais qu'il avait voulu, car Kantorowicz était juif, faire
a rien d'honneur. Donc c'est une différence, c'est une évolution Alors, selon vous, non, Johan non, ça Chapoutot? c'est un mythe, hein. Là, pour le coup, on n'a jamais voulu honorer Kantorowicz. Ce que les nazis apprécient en termes d'historiens, ce sont généralement des gens qui sont des raciologues, c'est-à-dire des tenants de la théorie de la race. Hitler n'appréciait pas Kantorowicz. Alors, il appréciait la figure de Frédéric, dès Frédéric II, alors le Barberousse, puis le Frédéric II de Kantorowicz avait Prusse. été le biographe Voilà, mais il de appréciait Frédéric. plus le Frédéric II du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le Frédéric II de Prusse. Mais par contre, ce que l'on entend par histoire sous le Troisième Reich, pour le coup j'ai un peu travaillé là-dessus, là, ce n'est absolument pas l'histoire. C'est de la pure illustration opportune et conjoncturelle d'une raciologie, c'est-à-dire d'une théorie des races. On vous montre que la Grèce et Rome ont disparu à cause des Juifs, par exemple. Voilà. Mais là aussi, il y a quand même une référence au passé. Alors, passé, dites-vous, complètement fantaisiste ou complètement idéologique, que l'on retrouve peu, je suis gentil, chez Donald Trump et dans un certain nombre de... En réalité, si. Regardez même le slogan Make America Great Again. C'est l'idée d'un retour à un âge d'or originel. Alors ça, c'est une des grandes caractéristiques quasiment anthropologiques de l'extrême droite, hein, que de se référer à un âge d'or qui, évidemment, n'a jamais existé. Alors pour les nazis, c'est la germanité des forêts, avant l'invasion romaine et avant l'évangélisation judéo-chrétienne. Pour les fascistes, c'est l'Empire romain. Et pour Donald Trump, il a fait référence explicitement, alors on lui a griffonné ça sur un bout de papier, mais il a fait référence au Gilded Age, hein, la période 1871-1913, la période du grand impérialisme où, au fond, on ne s'embarrasse pas de quelque norme que ce soit et on va saisir ce dont on a besoin militairement. Et puis, il y a la dimension irrationaliste. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Johan Chapoutot, sur la dimension irrationaliste du nazisme, au sens vraiment fort du terme irrationaliste, occultisme, etc. Alors, nos collègues américains là sont affolés. Là, je viens de lire une excellente interview dans Le Monde de Robert Proctor, qui a travaillé sur la médecine nazie et qui a travaillé sur la production de la bêtise par les compagnies du big business américain, notamment de l'industrie du tabac, pardon, après 1945. Et Proctor dit que nous sommes entrés vraiment dans un nouvel âge de l'ignorance, dans une forme de ténèbres, hein. D'ailleurs, le thème des lumières noires est exalté du côté du Tea Party et de MAGA en ce moment, puisqu'il y a véritablement une guerre qui a été déclarée contre la science, contre la raison. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui est propre au néolibéralisme également, hein, puisque la réalité ne correspondant pas à des objectifs de taux de profit absolument délirants, la réalité contredisant votre climato-scepticisme, etc., vous allez mentir en permanence. Et pour achever le mensonge, il faut détruire tout simplement les sciences humaines et sociales et l'université. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Johan Chapoutot, vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous avez publié Les Irresponsables qui apportaient Hitler au pouvoir. On a évoqué justement ces parallèles historiques, raccourcis, abusifs ou pas d'ailleurs. Et mon camarade Jean Lémarie, dans son billet politique, vient d'évoquer la manière dont la paix est devenue, dit-il, à gauche, un combat avec les catégories qu'on a l'habitude d'entendre, les munichois, les anti-munichois. Justement, vous qui êtes historien, est-ce que ça vous parle, ce type de raccourci? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Jean Lémarie le disait très bien, c'est une très longue histoire, hein, qui remonte au fond aux sources de la gauche contemporaine au XXe siècle. Et à cet égard, on voit que la gauche allemande est matricielle, hein, là encore, puisque la rupture sur la question de la paix ou de la guerre se fait au fond dès août 1914, quand des internationalistes, c'est-à-dire le SPD, qui est le premier parti au Reichstag, décident de voter les crédits de guerre au nom de la légitime défense contre l'agression russe, déjà à l'époque, hein, qui vient de mobiliser contre l'Empire allemand, et une petite fraction refuse au nom de l'internationalisme, puisque dans la logique marxiste, la véritable guerre est une guerre de classe, et la guerre entre nations n'est qu'un dérivatif ou un leurre pour masquer ce véritable affrontement de classe. Et donc une petite partie du SPD finalement reste fidèle à cet internationalisme, et on se rend compte qu'il croit au fil de la guerre, c'est normal, hein, la guerre est épouvantable, et il y a une scission qui s'opère dès 1916-1917, qui aboutit finalement à la fracture, qui est un écho, une réplique sismique au fond de la révolution bolchevique 1917, avec la création du KPD, du Parti communiste allemand, en fin décembre 1918. Et ce Parti communiste allemand est totalement aligné sur l'URSS, enfin, ce qui n'est pas encore l'URSS, ça le deviendra en 24, hein, mais sur la défense de l'internationalisme prolétarien, qui est censé être matérialisé par la première patrie ouvrière et paysanne, et sur le refus
complet de toute guerre internationale et coloniale, hein, d'où l'opposition systématique du Parti communiste français en France, hein, la SFIC puis le PCF, à la guerre du Rif, à toute manœuvre coloniale, etc. Et vous parliez de Munich, ce qui est intéressant, c'est que le seul parti qui vote en bloc contre la ratification des accords de Munich, c'est le Parti communiste français, précisément. Il n'y a qu'un seul député de droite qui va voter contre, hein, c'est Kérylis, par nationalisme. Mais c'est le PCF qui est très clair là-dessus. Bon, mais alors, a posteriori, évidemment, les Munichois sont difficiles à défendre. A priori, est-ce qu'ils avaient des arguments? Est-ce qu'il est possible d'avoir été Munichois, selon vous, Johan Chapoutot? Alors, ceux qui l'ont été, ce sont très clairement les Britanniques. Britanniques qui sont dans une politique d'appeasement en 1938. Alors, ça a des raisons, on va dire, socio-culturelles ou socio-économiques très claires. C'est que les élites occidentales, à partir de 1933, c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, applaudissent à l'expérience nazie. L'expérience nazie, c'est l'anticommunisme, l'antimarxisme, la destruction de toute la gauche, la destruction des syndicats, et c'est la reconstitution en Allemagne d'une zone optimale d'investissement avec le réarmement fabuleux de ce pays. Donc quand on veut gagner de l'argent, on investit en Allemagne et les investisseurs américains et britanniques ne s'y trompent pas. Et de ce point de vue-là, la porosité des milieux fait que des gens comme Halifax ou Chamberlain sont sur cette ligne-là d'attentisme bienveillant et voire complaisant avec les nazis. Celui qui n'est pas du tout sur cette ligne-là, et contrairement à ce que l'on en a retenu, hélas, pour lui, c'est Édouard Daladier. Édouard Daladier, fils de boulanger de Carpentras, jeune agrégé d'histoire à 21 ans, ancien soldat vétéran de la Grande Guerre, lui veut contrer absolument les nazis et il est lâché par les Britanniques et par l'armée française également. Alors, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, donc, le fait d'être munichois ou pas, avec toutes les réserves que cela suppose, comme l'a dit mon camarade Jean Lémarie, c'est vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça, là aussi, est-ce que ça résonne en vous, Johan Chapoutot, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec les différentes alliances de l'Union soviétique, et puis aujourd'hui? Alors très clairement, pour le coup, le régime de Vladimir Poutine est un régime d'extrême droite ouvertement affirmé, ultranationaliste, ultra-réactionnaire d'un point de vue culturel et social, ultra-agressif, impérialiste. Et de ce point de vue-là, on se rend compte qu'il y a une forme d'international réactionnaire, voire philo-fasciste, hein, qui se crée avec cet axe nouveau entre Moscou et les États-Unis. Et de ce point de vue-là, la situation est comparable. Je reprends l'analyse qu'en faisait mon collègue Olivier Viorca, qui montrait bien que le sort de l'Ukraine, pris vraiment en étau entre ces deux monstres, hein, que sont l'agresseur russe et son allié désormais affirmé américain, rappelle étrangement le sort qu'on avait fait à la petite Tchécoslovaquie, qui en 1938 a été abandonnée en rase campagne par ses alliés. Encore une fois, celui qui ne voulait pas l'abandonner, c'était Daladier, qui avait compris que les nazis étaient d'une espèce différente et qu'il ne fallait certainement pas se fier ni à leur bonne volonté, ni à leur proclamation de paix. Les nazis n'avaient que le mot de paix à la bouche à l'époque, ni à leurs paroles. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le retournement, si vous voulez, sémantique a été opéré par le gouvernement américain, enfin par la présidence américaine, qui consiste à pointer dans l'Ukraine l'agresseur, ce qui est une invention absolument affabulatoire, correspond exactement à la rhétorique nazie des années 30. Les nazis étaient toujours attaqués, hein. Ils ne faisaient que se défendre, et c'était évidemment le monde entier qui leur voulait du mal, ainsi qu'en interne, la 5e colonne judéo-bolchevique. Mais alors, est-ce que cela inciterait à justement être anti-munichois? Est-ce que ce précédent historique, Johan Chapoutot, incite à être non seulement partisan du réarmement, mais peut-être également partisan d'aller au plus loin d'une attitude belliqueuse? Alors, défendre l'intégrité du droit international, défendre l'intégrité des frontières, défendre ces principes, ces normes transcendantes que l'on a érigées en socle et en cadre de la vie à la fois civique et internationale après 1945, tout simplement pour civiliser le monde, c'est-à-dire faire en sorte que le monde soit une cité, hein. C'était le principe de Kant, ça a été le principe de la SDN, ça a été le principe de l'ONU. On voit que tout cela est remis en cause par une volonté prédatrice, extractiviste, brute, par une expansion de la force brute qui se trouve très bien représentée à Moscou, à Pékin, à Ankara, à Budapest ou à Washington désormais. Donc
être parfaitement clair sur l'intangibilité des normes transcendantes qui structurent à la fois nos cités, c'est-à-dire nos États, et les relations entre États, ça ne doit absolument pas faire débat. Et je ne vois pas, au fond, qui peut remettre ça en cause, sinon, encore une fois, l'extrême droite, parce que le mot de capitular a été employé tout à l'heure. Les capitulars structurels dans l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle, c'est toujours l'extrême droite, qui va se coucher face à l'occupant, qui va collaborer, qui va s'abandonner face à la force, et qui ne va jamais inciter à la résistance contre une agression contre le droit. Alors, j'en viens à votre analyse historique des irresponsables, donc ce livre que vous avez publié aux éditions Gallimard, et qui évidemment résonne aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, avec des parallèles historiques. Et alors, vous expliquez, Johann Chapoutot, dans quelle mesure la droite et les milieux d'affaires se sont trouvés bien, assez confortablement alliés à Hitler et au parti nazi. Ce qui m'étonne, parce que justement, Johann Chapoutot, Hitler ne comprenait pas grand-chose à l'économie, ça n'était pas... Ça, c'est certain. Ça n'était pas sa tasse de thé, si j'ose m'exprimer, sa chope de bière. Et justement, comment cela se fait-il que le patronat, qui normalement au moins est conscient de ses intérêts, comment cela se fait-il qu'il s'est allié à un pouvoir aussi ignorant des règles de l'économie? Alors, Hitler, effectivement, ne connaît rien à tout ça, il le dit, il s'en moque, et quand il intervient très abondamment d'ailleurs devant les patrons, puisqu'il y a toute une tournée de tous les Rotary Club, en gros, et de tous les clubs patronaux qui est organisée à partir de 1930-1931 pour porter la bonne parole nazie auprès du patronat allemand. Hitler parle de toute autre chose que d'économie, en réalité. Et c'est paradigmatique d'ailleurs le 27 janvier 1932, lorsqu'il fait un discours devant le club de l'industrie de Düsseldorf, qui est la grand-messe patronale devant 1500 patrons. Les rapports de police notent d'ailleurs des applaudissements nourris, un enthousiasme de l'auditoire. Hitler parle en réalité de hiérarchie sociale. Il dit voilà, vous avez été dépouillé de votre impérium par la révolution de 1918, à cause des syndicats, etc. Moi, je vous offre, au fond, la revanche, puisque avec nous, c'est le principe, c'est le Führerprinzip, c'est le principe du chef qui va s'imposer. Les syndicats n'auront plus rien à dire, d'ailleurs, ils vont être dissous, ils vont être interdits, et vous serez à nouveau maître chez vous. Et donc, le patronat, évidemment, acquiesce à cela, acquiesce à ce darwinisme social, fixiste, cette idée d'une hiérarchie naturelle qui doit être rétablie. Et par ailleurs, les perspectives offertes par les nazis en termes de réarmement, dans un espace totalement sécurisé par l'élimination totale du SPD, du KPD et des syndicats, offrent des perspectives de croissance et de profit absolument ahurissantes, qui vont d'ailleurs s'accentuer avec le temps, puisque à partir de 1939-1940, la mise à disposition par la SS à prix d'amis de la main-d'œuvre concentrationnaire au capitalisme allemand, mais pas que, étranger également, puisque Opel, par exemple, c'est General Motors, c'est des intérêts américains qui d'ailleurs continuent à engranger des profits après 1941, en pleine guerre. Et tout cela va évidemment susciter une grande bénévolence de la part du capital vis-à-vis du nazisme. Mais alors, comment expliquer qu'un certain nombre de milieux, parce que les milieux d'affaires, par exemple en Angleterre, alors vous évoquiez le municisme, ou en tout cas le caractère munichois de beaucoup d'Anglais, sauf donc des conservateurs, de certains conservateurs, pardon, oui. Notamment évidemment Churchill, et puis de certains intellectuels, je pense par exemple à Hayek, qui est resté comme l'un des théoriciens de l'ultralibéralisme ou du libéralisme, et alors lui dit, voilà, il y a une parenté entre le communisme et le fascisme, c'est que les deux ne comprennent rien à l'économie, et le seul parti qui peut défendre la liberté, ce sont les capitalistes, Johann Chapoutot. Oui, alors, vous faites référence sans doute à la roue de la servitude, son ouvrage de 44-45, il fait une erreur fondamentale, puisqu'il dit que le nazisme, c'est du socialisme. Alors ça, c'est vraiment une erreur qui remonte évidemment à la fondation du parti nazi en 1919. Les nazis s'en sont eux-mêmes expliqués. Nous n'avons rien de socialiste, nous n'avons rien d'ouvriériste. Le nom de notre parti, c'est un leurre pour capter une clientèle électorale qui serait tentée par l'internationalisme prolétarien communiste, pour les rabattre vers une solution nationaliste. Et Hitler ne cesse de rassurer d'ailleurs son auditoire patronal. Il est d'ailleurs conseillé pour cela par le docteur Chart, qui est vraiment le génie de la finance, qui a sauvé la monnaie allemande en 1924. Il est conseillé par Fritz Thyssen et puis par de nombreux journalistes économiques. C'est assez intéressant d'ailleurs la propension qu'a eu une certaine frange du journalisme économique de la fin de la République de Weimar à passer chez les nazis et à les conseiller
pour faire le lien avec les milieux patronaux, liens qui sont d'ailleurs accentués par Göring, qui est très bien réticulé socialement, ainsi que Joachim von Ribbentrop. Donc tout cela a été clairement dit, et les capitalistes allemands ont toujours gardé la maîtrise de leur outil de production. On n'était certainement pas en Russie bolchevique. Hein. Oui, mais alors, par exemple, sur un thème, Hitler et les nazis sont particulièrement virulents, c'est le thème de la dette. Ils disent, voilà, l'invention juive, c'est Oui. le taux d'intérêt. Alors, ça reprend évidemment de vieilles thématiques anti-juives, donc les juifs comme usuriers, mais ça reprend aussi une réalité de l'Allemagne d'alors. Ne pas payer les intérêts de la dette allemande, c'est évidemment très intéressant. Et ça, c'est profondément anticapitaliste, si j'ose dire. Alors, quand les nazis visent la dette, ils visent les réparations, c'est-à-dire l'ordre international versaillais et genevois, celui de la SDN. Alors ça, évidemment, c'est un symptôme de l'asservissement de l'Allemagne et de la perte de statut impérial de l'Allemagne, et donc tout cela doit être effacé. Cela dit, c'est la droite libérale autoritaire qui a déjà fait le travail, puisque les réparations ont quasiment disparu dès juillet 1932 à la conférence de Lausanne, grâce à l'action du chancelier Brüning pendant 2 ans, et c'est Franz von Papen qui va à l'hôtel Beau Rivage ratifier tout cela dès l'été 1932, à tel point que les nazis se font du souci, en réalité. Je m'en fais l'écho dans ce livre-là. Hein. Goebbels note souvent dans son journal que la droite au pouvoir en 1932 en fait tellement que les nazis sont inquiets. Ils se demandent ce qu'il va leur rester à faire, puisque la droite au pouvoir viole la Constitution, a balayé l'esprit parlementaire de la Constitution pour gouverner par ordonnance d'exception, est hostile aux étrangers, aux juifs, est hostile aux femmes, est hostile au bolchevisme culturel, une espèce de panique morale de l'époque qui rassemble tout ce qui est pas bien, en fait, dont le féminisme, l'homosexualité, la modernité cinématographique, etc. Goebbels note d'ailleurs, lui qui est docteur en littérature et donc un peu attentif aux mots, il note à un moment dans son journal: j'ai écouté un discours de Papen, c'est effrayant, ce sont nos idées de A à Z. Mais qu'est-ce qu'il va nous rester à nous? Et effectivement, parfois, les échos contemporains ici sont assez stridents. Quand on entend certains discours de certaines personnes en responsabilité, on se demande ce qu'il resterait à faire à l'extrême droite, effectivement. Alors, on va revenir là-dessus, mais alors, toujours pour finir sur l'alignement économique du nazisme, le nazisme, en fait, dit, par exemple, l'un de vos confrères, l'historien Goetzali, il dit que le nazisme repose sur une économie de pillage, parce que Oui. il y a une fable selon laquelle Hitler aurait remis l'économie allemande sur pied. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, sans la guerre, sans le pillage, sans peut-être une fuite en avant, alors je ne sais pas, moi je penserais par exemple à la fuite en avant russe d'aujourd'hui, eh bien il ne pouvait pas y avoir d'économie nazie, et là aussi on n'est pas du tout dans le capitalisme. Alors, les nazis bénéficient d'abord d'un retournement de conjoncture qui s'opère sans eux. À l'été 1932, ils en touchent les dividendes quand ils arrivent au pouvoir à l'hiver 1933. Par ailleurs, le financement de l'économie nazie est un financement de prédation. Vous avez d'abord la spoliation de tous les ennemis du régime. Ça commence très vite, ça commence dès février 1933. Si vous êtes socialiste, communiste, syndicaliste, vous perdez beaucoup de choses, dont vos biens et vos avoirs. Et puis ensuite, toute la politique anti-juive est également une politique de spoliation systématique. Frank Bayer, qui est un excellent historien du nazisme, montre très bien que c'est un système de corruption généralisée. C'est-à-dire que lorsqu'une famille juive disparaît quelque part, vous avez un vide-grenier au pied de l'immeuble le lendemain. C'est comme ça qu'on achète également l'approbation sociale, le consentement social de la politique antisémite, qui n'était pas, plus populaire en Allemagne qu'elle ne l'était ailleurs. Et ensuite, vous l'avez évoqué, vous avez la prédation systématique à l'échelle d'un continent. Et de ce point de vue-là, on se rend compte que les points de contact entre l'extrême droite de l'époque et celle d'aujourd'hui, typiquement Trump, est net. C'est-à-dire, c'est de l'extraction pure. On va extraire des minéraux, des sources d'énergie. On va extraire également de la valeur ajoutée à partir des corps humains jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. On va puiser jusqu'à l'épuisement. Et c'est cette logique extractiviste absolument forcenée qui a convaincu les investisseurs, au fond, dans les années 30 et même 40, et qui se poursuit aujourd'hui sous nos yeux, avec, pour corollaire, la destruction complète du vivant. Destruction du vivant, pillage, prédation, vous soulignez, selon vous, la responsabilité à la fois de
la gauche social-démocrate, c'est-à-dire du centre d'alors, mais aussi de la gauche radicale. Oui, alors la gauche allemande est une gauche fracturée, hein, on en a parlé récemment, puisque la scission de 1919 a abouti à une quasi-guerre civile. En janvier 1919, vous avez une insurrection communiste à Berlin, c'est 160 morts, avec un pouvoir social-démocrate qui s'allie avec l'armée, la police et les corps francs d'extrême droite. Mars 1919, c'est quasiment 1500 morts à Berlin également. C'est vraiment un massacre de grande ampleur. Et en 1929, vous avez une espèce de rappel, une réplique, là encore, de ce qui s'est passé. La manifestation communiste du 1er mai 1929 est réprimée violemment par la police de Prusse, qui est tenue par les sociodémocrates. Et là, c'est 33 morts. Dès lors, on comprend le ressentiment des communistes à l'égard des sociodémocrates, d'autant plus que les consignes du Comintern, c'est-à-dire les consignes de Moscou, c'est depuis 1928, il y a une classe contre classe, contre la social-démocratie, et sans complaisance avec elle. Les sociodémocrates, par ailleurs, ont été responsables parce qu'ils ont décidé de tolérer la violation de la Constitution à partir du printemps 1930, le fait qu'on renonce au parlementarisme pour un gouvernement d'exception par ordonnance. Ils ont toléré ça au nom du moindre mal. En réalité, ils étaient d'accord avec la politique austéritaire de Brüning. Et lorsque, en décembre 1932, quelqu'un qui avait un véritable plan pour faire éclater le parti nazi a demandé aux sociodémocrates leur soutien, là, ils l'ont retiré parce qu'ils voulaient se refaire une virginité à gauche. Et alors, évidemment, quand on lit votre livre, Johann Chapoutot, Les Irresponsables, donc ce livre que vous avez publié aux éditions Gallimard, on trace des parallèles entre l'histoire et la réalité présente. Quand on le lit, quand on l'écrit, j'imagine aussi, puisque vous ne pouvez pas... Je le dis ouvertement dans l'épilogue. Je fais un très long épilogue de 60 000 signes sur la comparaison en histoire et la situation de l'historien. Et sur les différents parallèles, alors je ne vais pas les faire tous, mais disons les politiques austéritaires que vous condamnez, je veux dire les politiques austéritaires d'alors, le rôle du patronat allemand d'alors avec, par exemple, des gens qui peuvent rappeler Bolloré, l'hyper-présidentialisation aussi, le rôle de la gauche, de toutes les gauches. Bref... Est-ce que cette analogie-là, elle est éclairante? Parce que, bon, on se dit qu'il n'y a pas pire péché dans votre profession que l'anachronisme. Bien sûr, le péché des péchés, le péché d'entre tous, disait Lucien Febvre. Les historiennes et les historiens ont ce réflexe, au fond, d'essayer de se rassurer parfois, de se poser intellectuellement et d'affiner leur regard en faisant un détour par le passé. Et de fait, lorsque l'on voit ce qu'il se passe en Allemagne en 1932, on voit un pouvoir libéral autoritaire, c'est-à-dire qui est très clairement pro-entreprise, pro-économie privée, pro-profit. En lisant des discours de von Papen ou de ses ministres, j'ai été stupéfait moi-même. C'est-à-dire que je voyais quelques parallèles, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que là, j'avais vraiment une réduplication de tous les argumentaires que l'on pouvait entendre au même moment chez un Bruno Le Maire, un Gabriel Attal. Enfin, c'était vraiment la même défense. Nous ne sommes pas le gouvernement des riches. La meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. On nous accuse de verser des milliards aux entreprises. C'est pas faux, c'est pas vrai. Donc tout ça, c'est de l'automne 1932. Et puis, ces libéraux sont également autoritaires puisqu'ils sont assez peu démocrates. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'hyper-présidentialisation parce que... Ce qui n'est pas quelque chose que l'on peut reprocher, de mon point de vue, en tout cas, à Bruno Le Maire ou Gabriel Attal. Disons que le fait de ne pas respecter, par exemple, le résultat d'élections législatives en juin 1924 peut poser problème d'un point de vue constitutionnel, moral... En 24, mais aujourd'hui. Pardon aujourd'hui, je veux dire, quels sont les parallèles? En 2024. En 2024. En 2024, oui. Et donc... auditif. Mais alors, en quoi, justement, le refus voulait dire le fait de ne pas nommer... Après, parce que là, on rentre dans une polémique. C'est le droit de faire des polémiques républicain, politiques. Constitutionnel, d'appeler... Donc vous considérez qu'il aurait fallu nommer un Premier ministre c'est pas moi qui le considère, c'est tout simplement la règle. Ensuite, la personne réussit ou ne réussit pas, la coalition se fait ou pas, elle affronte une motion de censure ou pas, ce qui s'est passé avec M. Barnier, il me semble. Donc voilà. Mais il y a eu... ça, pour le coup, c'est une attitude irresponsable. Ça, c'est quelque chose de très choquant. Effectivement, j'ai écrit cet été à la lumière de ce qu'il se passait dans ma contemporanéité, parce que toute histoire est forcément contemporaine, mais le fait, à partir de 1930, de décider
de gouverner par ordonnance et d'ériger le président du Reich en figure absolument tutélaire et de pouvoir absolu est problématique. Et je défends le parallèle dans la mesure où notre constitution de 1958 est directement dérivée de la constitution de Weimar, mais dans sa torsion présidentialiste illégale post-1930. Mais alors, justement, Yohann Chapoutot, parce que, à la fois dans ce livre, dans les différents billets, puisque vous êtes également chroniqueur pour le quotidien Libération. Je ne le suis plus. Donc, j'ai eu l'occasion de vous dire dans Libération. Et on se dit qu'avec l'avènement de quelqu'un comme Donald Trump, rétrospectivement, ces personnes qui ont pu être critiquées pour leur manque de démocratie ou de pratiques démocratiques, eh bien, apparaissent comme étant finalement beaucoup plus respectueuses que l'administration de Donald Trump. Alors, sur un point de vue, en termes de respect du droit international pour la question ukrainienne, ça ne fait aucun doute. Et d'ailleurs, c'est censé, puisque vous faites référence au pouvoir actuel, censé être une partie de l'essence du macronisme que de défendre l'Europe et le droit international. Maintenant, si l'on regarde le projet économique, social, le darwinisme social qui est à l'œuvre, moi j'avais été quand même très choqué d'entendre quelqu'un dire qu'il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Il me semble que le fondement de la République et du droit en République, c'est que personne n'est rien. Et que le premier magistrat de l'État dise ça était quand même très problématique et en même temps très, très révélateur. Mais au niveau également du rapport à l'environnement, du rapport à l'état de droit, du rapport à la science, puisque l'autoproclamé camp de la raison ne cesse de se contredire lui-même, puisque des politiques qui ne marchent pas ne sont pas répudiées, puisque ça sert quelques intérêts, qu'il n'est pas question d'y revenir, malgré les promesses qui avaient été faites, d'essayer et de retirer si ça ne marche pas. C'est la démarche rationnelle et scientifique fondamentale. Tout cela me semble problématique. La contestation des décisions de justice, la contestation de la science et de l'autorité de la science, tout cela est quand même assez, vociférant, il me semble, depuis 2017 en France. Merci beaucoup, Yohann Chapoutot, d'avoir été avec nous ce matin. Je renvoie donc bien sûr à votre ouvrage « Les Irresponsables », qui a porté Hitler au pouvoir, et c'est aux éditions Gallimard.